Les adresses unicast sont associées à des interfaces réseau, tout comme en IPv4. La nouveauté, c'est que plusieurs interfaces peuvent avoir la même adresse unicast pour faire du partage de charge. Généralement, une adresse unicast se compose de 64 bits pour l'ID réseau et de 64 bits pour l'ID de l'hôte. L'ID réseau est en quelque sorte déjà affecté. Par contre, l'ID de l'hôte peut être configuré manuellement ou en auto-configuration. Parmi les adresses unicast, nous avons les adresses globales, qui ont la même fonction que les adresses publiques en IPv4. Elles sont routables sur Internet. On a les adresses locales uniques qui peuvent être routées seulement dans un LAN. Elles ont la même fonction que les adresses IP privées de l'IPv4. Il y a les adresses de lien local qui, elles, ne sont pas routables. Elles permettent à des équipements de communiquer entre eux sans avoir besoin d'aller vers l'extérieur. L'avantage de ces adresses, c'est qu'elles se configurent automatiquement. Par exemple, si l'on a deux routeurs connectés ensemble, eh bien pour qu'ils puissent communiquer entre eux, il suffit simplement de taper la commande IPv6 enable directement sur les interfaces du lien entre les routeurs. Et on a aussi les adresses de loopback, les routes par défaut et une plage d'adresses non spécifiées. Comme en IPv4, les adresses multicast de l'IPv6 permettent de joindre un groupe d'hôtes. Et on termine avec les adresses de type Anycast qui sont une petite nouveauté de l'IPv6. Ce sont des adresses qui pointent vers un groupe d'hôtes comme pour les multicasts, sauf que seul le premier hôte joignable recevra les données. En IPv4, à part la méthode statique, l'affectation automatique d'adresse IP se fait par le protocole DHCP. En IPv6, il y a plusieurs manières. Soit en configuration statique, soit en DHCP avec état, qui est exactement le même principe que le DHCP en IPv4, soit en DHCP sans état, où il se limite à fournir seulement les options, comme par exemple l'adresse du DNS. Ici, l'adresse IPv6 et sa passerelle par défaut devront être annoncées par le routeur. Et on a le mode d'autoconfiguration, où il n'y a plus de serveur DHCP. C'est le routeur qui donne toutes les infos, hormis les options. Dans les deux dernières méthodes, le PC ou n'importe quel hôte qui aura besoin d'une IP recevra au maximum les 64 premiers bits de l'adresse, c'est-à-dire la partie réseau. Il devra trouver le reste de deux différentes façons. Soit il génère aléatoirement les 64 derniers bits de son adresse, ou bien la génération de l'adresse se fait sous le format EUI64 en fonction de sa propre MAC adresse, ce qui lui permet de s'assurer d'être le seul à avoir cette adresse. Le format EUI64 est une façon de former des adresses IPv6 de type unicast. C'est une méthode unique car pour se former, elle se base sur l'adresse MAC de la carte réseau qui est utilisée. Alors pour rappel, les adresses MAC sont des identifiants qui sont uniques pour chaque carte réseau. Ça permet à un PC de pouvoir s'attribuer à lui-même une adresse IPv6 unique. Ce qui est un bel avantage par rapport à l'IPv4 où le PC devait aller chercher un serveur DHCP pour qu'il puisse en obtenir une. On va voir le processus complet de la formule EUI64. À gauche, nous avons notre préfixe réseau, et à droite, un PC qui souhaite obtenir une adresse automatiquement avec la méthode EUI64. Pour commencer, il faut combiner le préfixe réseau avec l'adresse MAC, mais en ajoutant FFFE au milieu de l'adresse MAC. Ces 4 lettres sont ajoutées car une adresse MAC fait 48 bits et on a besoin de 64 bits pour compléter notre adresse réseau. Ensuite, il va falloir inverser le 7e bit du premier octet de notre ID d'interface. Le premier octet est 00, on le bascule en binaire et on inverse le 7e bit. Dans l'exemple, c'est 0, donc il passe à 1. Pour finir, on revient en décimale et nous avons notre adresse IPv6 de notre PC. C'est une adresse qu'on repère d'ailleurs très facilement avec le champ FFFE sur le 4e et 5e octet de l'ID d'interface. Et pour terminer le cours, on va raccourcir l'adresse IPv6 du PC en enlevant les zéros. Une entête IPv6 est plus grosse en taille qu'en IPv4, car les adresses de la version 6 sont bien plus longues. Par contre, elle a bien été épurée car elle contient beaucoup moins de champs. Voici une entête IPv4. Elle contient en tout 14 champs. Le champ option tout en bas est facultatif et le champ padding juste à côté
permet de combler le champ option pour que l'entête fasse bien 32 bits en tout. Comme vous pouvez le voir, l'entête IPv4 fait 20 octets. Les 7 champs qui sont représentés en rouge n'existent plus en IPv6. Le champ qui correspond à la longueur de l'entête a été supprimé car l'entête IPv4 a une longueur variable, tandis qu'en IPv6, elle est fixée à 40 octets et n'est pas variable. Les champs qui servent à la fragmentation n'existent plus non plus, car en IPv6, les routeurs ne traitent plus la fragmentation. Ce sont les hôtes qui ont cette responsabilité. C'est eux qui se chargent de la fragmentation si la taille maximum du paquet a été dépassée. Le champ checksum, qui permet de détecter les erreurs de transfert, est supprimé, car en IPv6, c'est la couche liaison de données qui effectue cette vérification. Et les champs options et padding ne servent plus en IPv6. Quant aux autres champs, ils sont quasiment inchangés en IPv6. Et voici la représentation d'une entête IPv6. Ici, on voit qu'elle tient sur 40 octets au lieu de 20 pour l'IPv4. Alors on pourrait se demander comment ça se fait qu'il y a moins de champs et qu'elle est 2 fois plus grande. Eh bien c'est à cause des adresses IPv6 dans les champs source et destination qui sont 4 fois plus grands qu'en IPv4, car ils sont écrits en 128 bits au lieu de 32. L'entête IPv6 contient 8 champs. Le champ version est simplement la version du protocole, 6 pour l'IPv6 et 4 pour l'IPv4. Le champ Traffic Class est similaire au champ TOS de l'IPv4. Il permet de marquer une priorité sur les paquets sortants. Le nouveau champ Flow Label est utilisé pour marquer les flux avec des valeurs différentes afin de pouvoir les différencier sur le réseau. Très utile pour les routeurs quand ils doivent traiter de la QoS. Le champ Payload correspond au champ Total Length de l'IPv4. Le Next Header permet d'identifier l'entête suivante. Le Hop Limit indique le nombre maximum de sauts qu'un paquet IP puisse faire. Ça commence à 255 et à chaque fois que le paquet traverse un routeur, eh bien ce chiffre est décrémenté. Ce qui veut dire qu'un paquet IPv6 peut faire un maximum de 254 sauts avant qu'il ne soit supprimé. Ça permet d'éviter que les paquets circulent indéfiniment s'il y a une erreur de routage. Le champ source adresse identifie la source du paquet et le champ destination adresse pour la destination du paquet. Voyons maintenant en détail la composition d'un paquet ICMP v6. Il fait la même chose qu'en IPv4, c'est-à-dire qu'il permet aussi de faire des tests de diagnostic et de signaler des problèmes, mais avec des fonctionnalités en plus. Le champ type identifie le type de message ICMP. Le champ code donne des détails sur le type de message. Le champ checksum représente la validité du paquet à la couche 3. Et le champ data contient les infos de diagnostic qui sont envoyées au récepteur. Pour informer au récepteur qu'il s'agit d'un paquet ICMP v6, le champ Next Header de l'entête aura une valeur réglée sur 56. On va maintenant parler du protocole NDP. C'est un protocole utilisé en IPv6 qui travaille à la couche 3 et qui permet de découvrir ses voisins de proximité, c'est-à-dire du même lien. Le NDP de l'IPv6 fournit des services très similaires à ARP en IPv4, avec en plus quelques améliorations, comme la possibilité de détecter des systèmes inaccessibles. Il fonctionne avec 5 types de paquets ICMP v6. Le message de sollicitation permet à un hôte de demander à tous les routeurs présents de lui envoyer une annonce afin qu'il l'enregistre dans sa liste de voisins. Le message d'annonce permet au routeur d'avertir sa présence à tous les nœuds qui sont connectés à lui. C'est un paquet qui répond périodiquement au message de sollicitation. Le message de sollicitation du voisin a 3 fonctions. Il permet tout d'abord à un nœud de déterminer l'IP de son destinataire. Cette fonction est identique au protocole ARP de l'IPv4. Il permet aussi de vérifier si l'équipement est bien accessible. Et enfin, pendant l'autoconfiguration de l'adresse IP, il va pouvoir aller vérifier si elle n'est pas utilisée par ses voisins. Le message d'annonce du voisin est utilisé pour répondre au message précédent, les sollicitations du voisin. Et le message de type 137 permet au routeur de signaler aux hôtes qu'un meilleur chemin existe pour une destination. Pour terminer ce cours, on va parler de l'autoconfiguration sans état, qui est l'une des grandes nouveautés de l'IPv6.
Elle permet à chaque équipement présent sur le réseau de s'attribuer automatiquement une adresse IPv6 à partir des informations que donne le routeur dans ses messages d'annonce. Pour ça, il va récupérer le préfixe de l'adresse IPv6 pour la combiner avec l'adresse MAC de sa propre interface, avec la méthode EUI64. C'est-à-dire qu'il va ajouter FFFE au milieu de sa MAC adresse. La commande IPv6 adresse autoconfig permet une autoconfiguration sans état sur les interfaces de routeur. Et si on ajoute l'option Default, le routeur se désignera comme la passerelle par défaut pour ce lien.